Bienvenue à vous, content de vous retrouver. Oui, c'est le 94e numéro. 94e numéro, comme on dirait chez nous, 94e numéro de notre hebdomadaire. Oui, si vous nous découvrez, on a pris l'habitude. Ça fait un petit moment déjà, on poste. C'est le jeudi. Notre hebdo, on y traite de livres anciens, récents, moins récents. Le cas échéant de livres rares, et c'est que, bon, j'ai pu remarquer il y a 2 semaines, mais d'abord, je précise, oui, je tiens bien à le préciser. Voyez-vous, je suis là, de toute, polémique, alors, j'aimerais bien un numéro cet aspect des choses, sur ça, j'y reviendrai, je vous en reparlerai en cours de route. Je suis assez là, oui, j'ai voulu un numéro exempt de ça, de tout, caractère. A priori, je dis a priori, polémique, politique, et encore quand je dis politique dans la bouche de votre serviteur, je l'espère, c'est à prendre au sens le plus, mettons, au sens de la cité, de la police, au sens, je l'espère, le plus étymologique, mais de tout aspect polémique, politique, j'avais envie d'un numéro le moins possible de ça, mais je sais que, je ne pourrai pas vous interdire, il pourra y avoir de manière indirecte, car je le sais, je ne pourrai pas vous l'interdire, ça, je ne pourrai pas vous en empêcher, si les fragments choisis et aujourd'hui rien que de la littérature, rien que des fragments du XVIIe siècle, je me disais pourquoi pas, puisque notre numéro plutôt autour, du XVIIe, du grand siècle déjà, il y a 2 semaines, ça avait eu l'air, il y a 15 jours, ça avait eu l'air de vous plaire, alors je me disais: «Pourquoi pas?» mais oui, pour revenir à ça, c'est clair, je ne pourrais pas vous l'interdire, je ne pourrais en aucun cas vous l'empêchez si le cœur vous en dit, si, l'envie vous prend, par rapport à tel ou tel contenu, à tel ou tel fragment que, vous allez entendre, que je vais m'efforcer de vous lire encore une fois, je l'espère encore une fois, je l'espère, que je vais m'efforcer de vous lire de mon mieux, et si, quelque actualisation, si là vous avez envie, non, hein, ça, je ne pourrais pas vous l'interdire. Alors, nos fragments du 17e, le premier s'est tiré d'un bouquin, je vous donne les références juste après. Et pour tout ce dont il sera question aujourd'hui, si vous les voulez, dans le menu détail, nos références, c'est en partie description, pour ça qu'il faut, comme d'hab, c'est pour ça, c'est en partie description qu'il faudra vous rendre. Alors oui, je vous ai déjà parlé de ce bouquin, je vous donne les références juste après. Le nom de l'auteur, de quel bouquin s'est tiré un bouquin que je vous ai présenté? Eh bien, il n'y a pas très longtemps non plus, je dois dire, je les enfile, on se met en position. C'est l'introduction de notre ouvrage. Je vous lis l'intro, oui. Nous partîmes, ça commence comme ça, nous partîmes de Paris à 2 carrosses, le plus beau jour de l'automne, pour l'aller passer à une de ces agréables maisons qui sont au bord de la Seine du côté qu'elle descend. Nous étions 5 femmes et il y avait 4 hommes avec nous, dont l'esprit était assurément très propre à rendre une compagnie fort agréable. Nous établîmes pour règle de notre société pendant ce jour-là de ne songer qu'à ce qui pourrait nous divertir, de bannir toutes les pensées d'affaires. Nous voulûmes encore que s'il y avait quelqu'un des hommes qui était avec nous, qui eut de l'amour, qu'il fit trêve avec sa passion, afin de n'avoir que des plaisirs tranquilles. On résolut aussi de ne jouer point, pour éviter le chagrin d'avoir perdu. Et nous voulûmes si bien renoncer à nous-mêmes
que nous changeâmes de nom en badinant. Nous ne prîmes pourtant pas d'abord de ces noms de romans dont il est si aisé de trouver. Et un homme de la compagnie nous ayant dit qu'en Italie, dans les célèbres académies, les particuliers qui les composaient prenaient des noms qui marquaient quelque chose de leur humeur ou qui avaient quelque autre rapport à eux, nous cherchâmes ou à nous louer ou à nous blâmer en nous désignant. Une de mes amies fut nommée l'indifférente, parce qu'en effet, elle aime un peu de choses. Une autre, la mélancolique, quoique sa mélancolie soit charmante. La troisième l'enjouait. La quatrième fut appelée l'incrédule, parce qu'on n'a jamais pu lui persuader qu'on n'ait cru ni amour ni amitié pour elle. Où pardonnez-moi, on appela un des hommes l'opiniâtre, un autre le complaisant, qui mérite en effet ce nom-là. Le troisième se nomma lui-même l'incertain, n'ayant jamais pu convenir de ce qui le pourrait rendre heureux. C'est l'introduction de Mathilde. Oui, il faudra aller, non pas dans le numéro précédent, oui, il y a 15 jours, dans le numéro d'avant, si je sais encore compter, c'était le 92, je peux le mettre en lien. À la fin de cette vidéo-ci, je vous avais montré, c'était aux éditions Honoré Champion, c'est pour ainsi dire tout neuf. Cette édition, ce n'est pas son œuvre la plus connue de Madeleine de Scudéry, son roman Mathilde de 1667, avec dans cette très belle édition, oui, avec tout ce joli appareil critique que l'on doit à Madame Grande, Nathalie Grande, Mathilde, de Madeleine de Scudéry, et je viens de vous lire l'introduction. Tiens, je peux vous montrer, je ne sais pas si, juste entre nous, comme ça, allez, je peux faire apparaître la gravure qui se trouve tout à l'aurore, oui, tout au début. Oui, reproduction de cette jolie gravure. Et avant, oui, avant qu'elle n'attaque son roman, sa Mathilde, proprement dite, sa Mathilde, vous avez en préambule à ce livre, et elle lui a donné, Madeleine, le titre des Jeux, les Jeux servant de préface à Mathilde, dont vous avez déjà pu vous faire une première idée, il me semble, à la lecture. Allez voir le 92, si ça vous dit, et j'aurai l'occasion de revenir encore dans Funeste Fred. Je vous ai promis de vous raconter mon histoire perso quand j'avais 15 ans, 15, 16 ans, sans rien de scabreux, n'allez rien penser, je le redis encore, ma fameuse histoire, j'avais 15 ans, presque 16, on va dire, j'avais 15 ans, j'avais 15 ans, mademoiselle de Scudéry, et moi. Ça viendra un jour aussi. Dans ce numéro également, on aura l'occasion, si le temps nous est permis, oui, je vous ménagerai ça. On aura vraisemblablement l'occasion de revenir encore un peu sur elle. Vous venez donc d'entendre l'introduction du préambule de Mathilde. C'est dans la collection des classiques d'Honoré Champion. Et si ça vous fait peur, le nom de cet éditeur, j'ai bien soin de rappeler, comme je l'avais fait la fois précédente, que c'est dans une collection où, oui, ce n'est pas courant, ça détonne assez chez eux. Il s'agit d'un livre, et il fait partie d'une collection à des prix qu'on peut désigner comme assez démocratique, relativement abordable.
dans la collection des classiques de champions. Pour cela, pour ces bouquins-là, dans cette collection-là, on peut dire ça. Rien que du grand siècle, rien que du XVIIe, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait le choix de vous lire en second. Ah oui, pas dans son intégralité, hein, vous trouverez facilement en ligne ce texte. Je n'aurais pas été le seul sur YouTube, hein, où on trouvera ce texte dit avec des, allez, mettons, des locuteurs nettement plus qualifiés que votre serviteur, puisés dans la catégorie là des comédiens professionnels, des comédiens de théâtre, des vrais, quoi, hein, pour vous proposer une lecture. Franchement, oui, bien calibré, de leur calibre pour sûr, à elles, à eux, à nos comédiennes, à nos comédiens professionnels. Je vais ceci dit, là aussi, là encore, m'efforcer de faire de mon mieux avec ce texte, alors si j'ai bonne mémoire, l'auteur de ce poème, il a dû naître l'année de la disparition de Rabelais. En 1500, il y a des doutes, sur les années exactes, aussi bien pour sa naissance que pour son décès, au sujet de Rabelais, mais à supposer que François Rabelais nous ait bien tiré sa révérence en l'an de grâce 1555. C'est en 1555 que naquit Malherbe. Oui, dans un autre numéro, c'est que il y a la fameuse citation de Boileau. Oui, voilà, c'est là que je voulais en venir. Je vous le mettrai en lien aussi, pour ce qui est de vous donner de mémoire le numéro exact. Bon, peu importe, mais je le mettrai en fin de numéro et je le préciserai. En partie comment il y a bien souvent, je mets toujours une partie de notes. Allez les lire si ça vous dit, nos notes, hein. Je mets volontiers des choses qui me sont sorties de la tête, des choses auxquelles je n'ai pas songé en cours d'enregistrement en partie notes, et je pourrais vous mettre le nom du FF en question où nous avions parlé oui, de la fois où Boileau, hein, Boileau, c'est lui qui, au sujet de Malherbe, né en 1555, l'année du décès de Rabelais, si vous suivez, eh bien, c'est Nicolas Boileau. Son prénom, c'était Nicolas. Nicolas Boileau, qui, cette année, pour sa part, fêterait son 420e anniversaire. Oui, il aurait 420 ans. En 2026, Nicolas, c'est lui qui avait dit au sujet de Malherbe en traitant de poésie, quelque part, de l'histoire, de la destinée, des poètes français, ce moment où, selon lui, franchement, c'était nécessaire, peut-être que il estimait qu'elle s'était perdue dans du côté des continuateurs de la Pléiade, peut-être par trop de maniérisme à un moment, quelque part, et il fallait pour ça qu'il y eût comme un sauveur, et c'est la fameuse citation de Nicolas de Boileau. Enfin, trois petits points, Malherbe vint, enfin Malherbe vint. Oui, enfin, Malherbe est venu dans l'histoire de la poésie française. Pourquoi? Pour expurger, épurer un peu sur désosser, simplifier un peu, aller un peu plus, chercher à aller un peu plus droit à l'essentiel, ce qui n'a pas fait de lui pour autant l'un des poètes les plus populaires, les plus appréciés. Il peut avoir pour des yeux contemporains, oui, ça ne l'empêche pas des fois, ça dépend quoi, mais pour des yeux contemporains, on peut trouver, oui, on peut trouver plus attirant dans l'ensemble que Malherbe, ça c'est clair. Et là, je songe à l'un de mes anciens profs de français, il faisait la remarque au cours à un moment donné.
À propos du début du XVIIe siècle, quand, il nous disait: «Avouez, quand on vous parle, du XVIIe siècle, le début, ce n'est pas franchement la poésie, en littérature française, ce n'est pas franchement la poésie qui vous vient en premier à l'esprit». Et votre serviteur s'était permis d'esquisser comme ça. Je m'étais permis, «Oh monsieur, il y a Malherbe, ah oui, oui, parce que vous prenez votre pied sincèrement avec Malherbe». Bon, je ne me suis pas mis dans l'ambition de faire en sorte que vous soyez amené tôt ou tard à le prendre, votre pied, avec Malherbe ou avec Malherbe, sur toute son étendue, sur toute l'étendue de son œuvre. Mais pour sûr, j'avais très envie de vous lire, ce sont peut-être ses vers les plus connus. Je vous dis après pourquoi. Je les ai sélectionnés, ces vers, cette consolation à son ami, oui, à monsieur de Périer. Et je tenais au passage, simplement à, formuler simplement ce salut. Ça fait 30 ans en Belgique, oui, 2 petites qui, elles auraient 48 ans, et ça fait 30 ans, il y a quelques jours, qu'on les a retrouvées. Bon, vous voyez très bien de quoi je parle, mais je tenais à formuler ce salut, puisque je vais vous lire ce texte qui était une consolation à la suite du décès de la fille de monsieur Périer, l'ami de Malherbe. Oui, je revenais un peu sur mon prof, et de même que c'est Malherbe qui avait dit, c'est Boileau qui avait dit au sujet de Malherbe: «Enfin, Malherbe vint». Dans l'histoire de la poésie, eh bien, dans ce numéro précédent, je vous avais raconté, comment Boileau avait résumé, selon lui, comment il voyait l'évolution du théâtre de Corneille, hein, après la Gésilas, hélas, mais après l'Attila, oh là, hein, vous irez écouter ça si le cœur vous en dit, là encore. C'était signé Boileau aussi. Ces vers à l'adresse de Corneille, dont il était tout de même le cadet d'une trentaine d'années, hein. Aujourd'hui, on dirait, qui c'est ce jeunot de Boileau pour se permettre de dire ça à l'adresse d'un de ses aînés, et pas n'importe qui, mais oui, après la Gésilas, hélas, mais après l'Attila, holà, hein, c'était de Boileau aussi. Voilà, comme ça je n'ai rien oublié, je tenais beaucoup à formuler ces salutations à l'adresse des parents. Et ils ont toutes mes, voilà, 30 ans après, ils ont toujours toutes mes pensées, tout mon soutien, comme beaucoup de mes compatriotes à l'époque, et pas seulement de mes compatriotes à l'époque. Bon, alors, le poème de Malherbe, je l'ai posé ici, hein. Serez-vous nombreux à, sincèrement, allez-vous être nombreux à ne jamais l'avoir entendu, pour autant que je retrouve voilà, pardonnez-moi de vous avoir fait attendre. Et après, j'aurai quelque chose de très bien aussi à vous recommander. Bon, vous trouverez ce poème. Il y a un volume de Malherbe dans la... Si vous souhaitez vous y mettre, mais prudemment, doucement, eh bien, procurez-vous le volume unique de poésie de Malherbe dans la collection. Il n'y en a qu'un dans la collection Folio, en petit, de la NRF. Alors ici, Consolation. Ta douleur du Périer, ta douleur du Périer sera donc éternelle, et les tristes discours que te met en l'esprit l'amitié paternelle l'augmenteront toujours. Le malheur de ta fille au tombeau descendu par un commun trépas, est-ce quelque dédale où ta raison perdue ne se retrouve pas? Je sais de quels appas son enfance était pleine, et n'ai pas entrepris, injurieux ami, de soulager ta peine avec son mépris.
Mais elle était du monde, mais elle était du monde où les plus belles choses ont le pire destin. Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin. Puis, quand ainsi serait que, selon ta prière, elle aurait obtenu d'avoir en cheveux blancs terminé sa carrière, qu'en fût-il advenu? Penses-tu que, plus vieille en la maison céleste, elle eût eu plus d'accueil? Ou qu'elle eût moins senti la poussière funeste et les vers du cercueil? Non, non, mon Dupérier, aussitôt que la parque ôte l'âme du corps, l'âge s'évanouit au-delà de la parque et ne suit point les morts. Titon, Titon n'a plus les ans qui le firent cigale. Et Pluton aujourd'hui, sans égard du passé, les mérites égales d'Archémore et de lui. Ne te lasse donc plus d'inutiles complaintes, mais sage à l'avenir, aime une ombre comme une ombre, et des cendres éteintes éteint le souvenir. Malherbe, consolation, vous entendrez encore. Oui, je n'ai pas lu toutes les strophes, il y en a encore une petite douzaine après celle-ci. Je vais en cours de route vous en lire quelques autres. Mais si vous permettez, on va faire une petite pause là. Oui, je ne sais pas si j'avais terminé ma phrase tout à l'heure à ce sujet. Bon, en regard de ce que voulait faire passer alors mon cher prof de français, qui nous donnait des cours de littérature aussi partant dans le supérieur. Bon, vous prenez votre pied avec Malherbe, vous voyez tout de même, hein, il y a on peut trouver de très belles pièces qui, ce ne sera pas dur pour ce qui est d'interpeller la sensibilité contemporaine, mais il est vrai que si, mettons, si pas habitué, pas érudit, pas très branché, en général sur le 17e, si vous vous mettez dans l'idée de lire en bloc, d'attaquer en bloc, ça risque d'être peut-être un peu âpre, un peu lourd, oui, hein, si pas habitué de le lire de cette manière, Malherbe, c'est sûr. Mais lui aussi, j'y reviens. Alors, vous entendrez quelques-uns des vers que je viens de lire. Pardon, j'ai pas l'impression d'avoir été très bon, pas génial pour sûr, mais voilà, pardonnez-moi pour des raisons sur lesquelles je n'aimerais pas avoir à m'appesantir. Et ben voilà, c'est dit tout simplement. Serge Lama, je n'ai pas encore parlé du dernier album de Serge Lama, où Lama, bien davantage cette fois qu'il ne chante, eh bien, il a choisi plutôt, oui, il a choisi de réciter. Son album s'appelle Des poètes, à ne pas confondre avec un de ses albums précédents, sorti il y a quelques années, où il y avait déjà poète dans le titre. Non, ce n'est pas le même album. C'est son tout dernier qui est sorti aux environs du printemps. Ça fait un moment que j'avais très envie de trouver un moment pour vous le caser, en faire la promo à son album Lama, car il en vaut vraiment la peine. 9 plages très bien choisies, avec des compilations de poètes français. Et, ça s'étend du siècle, oui, au moins à partir du siècle de la Renaissance jusqu'au XXe siècle. Il y a des fragments d'Aragon, entre autres, pour le XXe siècle. Et dans le prologue, je pense il énumère tous les poètes dont il va être question sur cet opus. Et oui, j'ai pris quelques notes au sujet de ce dernier opus de Lama, Serge Lama. L'album, ça s'appelle des poètes. Et quand je dis qu'il ne faut pas le confondre, si vous le convoquez
comme ça, juste par moteur de recherche pour vous faire une première idée, demandez bien «L'amas des poètes», à ne pas confondre avec son album récent et qui s'intitulait pour sa part, celui-là, «Ballade du poète». Oui, c'est 2 albums différents, je pense qu'on l'aura compris. Et les musiques sont un monsieur que je ne connaissais pas, personnellement, hein. Il les a toujours très bien choisis, ces compositeurs, comme Yves Gilbert, au temps de Napoléon. Ici, c'est Augustin Charmet, qui compose les musiques, et vous verrez, je pense que c'est sur la 5e plage qu'on entend des vers tirés de cette poésie, de cette consolation de Malherbe. Hein, alors, peut-être serez-vous en droit d'estimer contestable la formule élue par Lama, c'est-à-dire d'agencer des strophes de différents poètes pour aménager ces plages successives. Bon, vous comprendrez mieux à l'audition, hein. Voilà, vous serez en droit oui, d'apprécier plus ou moins cette façon de faire. Personnellement, ça ne m'a causé aucun problème, ça m'a même quelque peu dépaysé. Oui, j'ai trouvé que c'était assez original, nouveau dans la façon de faire, pour ce type d'opus, hein, pour ce genre, ce type de production artistique. Un album audio, hein, c'est là que je voulais en venir. Personnellement, ça ne m'a pas heurté, choqué du tout. Le dernier album de Lama, des poètes. Merci, bravo oui, à l'un des plus célèbres bordelais, Serge Lama, qui, avec Napoléon, j'y reviendrai un jour, hein. C'est que je lui dois à Lama, mine de rien, aussi, avec son Napoléon, pour ce qui était de mieux me faire. Je devais avoir dans les 10, 11 ans, hein, quand j'avais acheté, oui, quand j'avais réussi à me convaincre mes géniteurs d'investir dans l'acquisition du double vinyle de Napoléon de Lama. Voilà, mais mettons, quand j'avais, entre parenthèses, fait l'acquisition, c'était un double vinyle, son Napoléon, j'assume tout. Ça m'a beaucoup aidé pour, oui, assez précocement me faire à l'idée du concept, du soin apporté dans l'élaboration, pour le fond et pour la forme, pour mettre tout ça ensemble dans l'élaboration, dans l'agencement du concept. Et ici, pour son album, comme pour son album des poètes, je ne sais pas ce que vous en penserez de la façon de faire élue ici par Serge Lama pour ses poètes, mais perso, j'ai trouvé que dans le concept, c'était plutôt bien abouti aussi, dans l'ensemble. Je tenais, oui, je ne l'avais jamais fait. Eh bien, maintenant, comme ça, c'est fait, hein. Je vous ai signalé, si pas au courant, si vous n'en aviez pas entendu parler. Je pense que c'est pas nécessaire d'être fan de l'artiste pour écouter cet album, et en espérant qu'il vous donnera, que le cas échéant, que ça pourra vous donner envie d'aller voir plus loin. Ça doit être l'un de ses objectifs aussi, il me semble, d'aller voir plus loin au besoin, je dis bien au besoin, de votre côté en matière de poésie. Alors, ben, je vois qu'on est dans les temps. C'est très très bien. Et à présent, eh bien, il n'y aura pas de séquence du palefrenier dans ce numéro, pas plus qu'il n'y aura de séquence d'abécédaire de lecteur. On met tout ça aussi un peu en pause. Mais je tenais à revenir quelques instants. Bon, je pense aller au-delà de notre numéro 100. Je vous disais que des fois, je songeais à allez, déposer les armes une fois atteint le numéro 100 de la série en cours, mais je pense bien continuer au-delà. Voilà. Je vous ai expliqué un petit peu les raisons qui m'ont amené à venir m'exprimer sur cette plateforme. Et il y a aussi, si vous permettez, je vous entretiens de ça quelques instants avant de revenir au 17e. Il y a aussi le fait que j'ai fait le choix, et ça n'a pas été bien dur
De rétrécir ce champ, de rétrécir, voilà, jusqu'au minimum le champ, ma sphère sociale, vous comprenez? Et ça n'a pas été très dur et j'ai pris l'habitude de dire que si on a envie, à supposer qu'il y ait quelque légitimité, là, je n'ai jamais réussi à m'en convaincre, mais bon, je n'ai jamais réussi à m'en persuader, mais bon. Heu, à supposer, d'avoir quelque légitimité, qu'il y en oui, qu'il puisse y en avoir une, quelque légitimité, dans le chef de votre serviteur à venir, que ça existe, qu'il y ait quelque légitimité à venir chaque semaine, poster quelque chose sur cette plateforme, avec pour objectif concret, il est vrai, de traiter de bouquins ou à partir des livres, hein, avec cet objectif concret-là. Supposer que si ça existe, cette légitimité, eh bien, j'ai pris l'habitude de dire aussi que si on a envie de se faire une idée, ça rejoint ce que je disais, hein, avec le Fred là de polémique. Ces temps-ci, pour sûr, là, franchement, là, de toute polémique, eh bien, c'est que j'ai pris l'habitude ceci dit, j'ai pris l'habitude, de faire savoir, au besoin, que si on a envie de se faire une idée, de ce que je pense, de ce que je peux penser, de ce que je peux avoir dans le ventre, eh bien, pour ça, il faut venir sur ma chaîne, sur ma chaînette, suivre mes numéros, pour ça. Et oui, c'est que je n'ai plus 20 ans et toutes, mais oui, pour ça, pour toutes, mais j'y reviens dans quelques instants. Et je me suis arrangé pour limiter ma sphère sociale, pour la rétrécir, oui, l'action de la rétrécir. Pour opérer pour ça, je me suis arrangé pour opérer un max, hein. Et ça n'a pas demandé beaucoup d'efforts, ça s'est très bien passé, et c'est que j'ai tout de même 54 piges, je ne pète pas la santé sans vous non, sans adopter, j'ai horreur de ça, aucune perspective d'ordre, victimaire, mais c'est factuel. Ma santé, je ne la pète pas, je ne pète pas la forme, 54 piges. Et puis, je n'ai jamais été, voyez-vous, quelqu'un, je ne vais tout de même pas vous raconter de couilles et venir poser en slide, hein, ici devant vous, hein. Non, c'est vrai, c'est pas je n'ai jamais été quelqu'un de particulièrement physique, cherchant la bagarre. Oui, j'avais plutôt intérêt, j'ai toujours fait partie de ceux qui, en société, avaient plutôt intérêt, en étant un brin réaliste, à ne pas chercher la confrontation physique, hein. La castagne, j'ai toujours trouvé sage de chercher à éviter ça. Et puis je vous dis, tout de même, plus 20 ans et plus, franchement, une bonne dentition, et ça coûte cher de devoir, j'essaie de me préserver, de me ménager en société quand je vois le peu qu'il faut, hein, en ce qui me concerne, pour sûr, le peu qu'il faut pour donner envie à autrui, pas nécessairement sur le coup de venir me cogner dessus, de venir me casser la gueule, mais de chercher tout de suite le peu qu'il faut pour ça d'expérience, hein, observer, attester au fil des décades, d'expérience, le peu qu'il faut, pour avoir envie de venir en démordre avec votre serviteur. Alors, tout ça joint à tout ce que j'ai déjà dit, à ce qui a été dit, précédemment, bon, eh bien, ouais, j'essaie de me préserver, de les préserver, de me ménager. C'est que ça coûte, oui, ça coûte un max aussi pour se refaire intégralement la dentition, le cas échéant. Et oui, refaire intégralement en plus quand on oui, pour, durer quand on n'a plus quand on n'a pas le sentiment que ce sera pour durer encore des siècles et des siècles. Amen. Bon, ben, voilà. Non, j'essaie de me préserver, et ça vaut également, j'ai dit en société, et ça vaut partant avec le champ numérique, hein. Je suis complètement là, hein, LAS. Oui, comme le préfet romain dans un Astérix, je suis là, 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 et Obélix, sur le
le coup, il avait pas bien compris, hein, qu'est-ce qu'il a voulu dire le monsieur quand il dit: «Il est là, là, là». Bon, je pense qu'avec moi, à ce stade, vous aurez parfaitement saisi. Hein, contrairement à Obélix, mais je suis là d'avoir affaire, de venir croiser, d'être amené à croiser, entre guillemets, «croiser le fer» avec des individus. Vous ne savez pas qui ils sont, d'où ils viennent. Vous ne pouvez, mmh, vous ne pourrez jamais vous faire aucune idée de là où ils viennent, de leur niveau, de leur réel niveau de formation. Tout au plus pourrez-vous vous faire une vague idée sur la base de leur niveau d'expression à l'écrit dans tel ou tel chat. Mais bon, oui, une idée du niveau d'expression à l'écrit, mais là encore, là non plus, on ne la fait plus. Ah, à votre cher serviteur, on ne me la fera plus avec ça, alors. Et d'autant qu'ils ne cherchent pas à bâtir quelques débats constructifs, ils viennent avant tout parce qu'ils sont persuadés, en se basant toujours sur des éléments très, très frêles, mais ils se sont convaincus qu'ils avaient trouvé quelqu'un qu'ils allaient pouvoir se faire, relevant de telle ou telle catégorie peu affectionnée de leur chef, hein, la possibilité de se faire, un tel ou un tel de telle ou telle catégorie, de pouvoir, se mettre un tel sous la dent et puis au fil de la discussion, très rapidement, ils vont réaliser qu'avec votre serviteur, comme ça peut arriver avec d'autres, ça ne cadre pas du tout avec leur narratif, avec l'idée qu'ils ont pu, se faire de vous, ça cadre pas avec leur narratif, avec l'idéologie qu'ils voulaient, pour leur part, venir mettre en avant au détriment de ce qu'ils pensaient pour idéologie être la vôtre. Et alors ça ne cadre pas ou ça cadre très difficilement, sans rien dire des moments où, sur certains points, vous leur faites comprendre que vous êtes, sur certains points, encore pire, encore plus redoutable au regard d'une certaine morale de la bienséance, encore pire, oui, encore pire, encore plus redoutable que. Alors là, franchement, ras-le-bol. Si on a envie, donc je pense qu'on aura saisi, hein, si on désormais, si c'est comme ça, si on a envie de se faire une idée, hein, de ce que je peux penser, écoutez, je suis bien conscient que ce n'est pas forcément, de la tarte. Déjà, si, ben, ce n'est pas, des postes traitant de bouquins en priorité, c'est pas, votre came. Je suis conscient que ce ne sera pas davantage pour vous de la tarte, hein, pardonnez ces pauvretés, ces facilités de formulation, mais voilà, je suis conscient que ce sera dur, mais encore une fois, si vraiment vous y tenez, hein, à avoir une idée de ce qui peut jamais me passer par mon semblant de caboche, voilà, il faut suivre mes numéros. Je tenais à dire ça en passant. Et pour changer, dans notre numéro précédent, je vous avais montré et je vous avais ça ne m'empêche pas de le consulter et d'y glaner des fois des infos, précieuses, là aussi, en histoire de la littérature, hein, c'était des cours de littérature dans ce bouquin, mon plus vieux bouquin, daté de 1784. J'avais voulu à un moment vous le montrer comme ça, je ne l'avais jamais fait. Le plus vieux livre que possède votre serviteur. Du Chevalier de la Harpe, vous aviez vu ses cours de littérature, son lycée de littérature, et vite fait, bien fait, pourquoi pas, en guise de séquence. On peut de temps en temps faire ce type de séquence. Les livres où j'ai peiné le plus, en tenant bien compte du fait que je n'ai jamais été sur le plan financier, sur le plan bancaire, je n'ai toujours pas de, comment dit-on, de webcard. Voilà, pour faire court, je n'ai toujours pas de webcard, je n'ai aucune activité financière passant par internet, hein, à bon entendeur.
Le cas échéant, peut-être, mais voilà, à bon entendeur, toujours pas. 3 petits points. Comprenez, jamais je n'ai fait l'acquisition d'un seul livre en ligne, jamais. Donc c'était en bouquinerie, en neuf ou en bouquinerie partant en occasion. Et les 2 où j'ai le plus peiné, des livres d'histoire. Oui. 2 livres traitant d'histoire. Il y en a un qui est peut-être, oui, qu'on pourra faire entrer aussi dans la catégorie, socio-histoire, dans la sociologie aussi. Alors on va commencer avec, celui qui a dû être écrit le premier, le plus ancien. Mmh, c'est la vie d'un chef barbare, le terme barbare entendu autant des invasions barbares, autant des oui, dans le courant des derniers siècles d'existence de l'Empire romain, 1900 tout rond, 1930, Alaric. La vie d'Alaric, qui était roi des Visigoths. Il était roi des Visigoths dans la collection Vie des hommes illustres. Je vais vous montrer la couverture après. Dans la collection Vie des hommes illustres, le numéro 56. C'était un livre écrit par Marcel Brion. Et c'était à la NRF, la collection des hommes illustres de Gallimard. Alors oui, je pense qu'ils sont très bons, hein. Je me souviens avoir lu également un Théodoric, du même auteur, de Brion. Théodoric, lui, c'était du côté des Ostrogoths, un peu plus tard. Une vie de Théodoric, et il a dû en écrire plus d'un. Il en a fait un pour sûr sur Attila, mais sur les uns, il a dû en écrire plus d'un. Je vous les montrerai un jour si ça vous intéresse, hein. Dites-le en partie comment, quand ça vous intéresse, quand ça vous donne envie, de les voir. Alors, à quel degré fallait-il envisager ces biographies de chefs barbares de Marcel Brion comme, oui, la part romanesque? Et je me risquerais même jusqu'à dire une certaine part d'improvisation, une certaine part plutôt de composition romanesque. Je ne sais trop. Là non plus, pas assez calé pour pouvoir vous le dire à quel degré, mais oui, il y a tout de même du romanesque, mais ça reste dans l'ensemble du sérieux, hein, et ça fait partie des débuts, de notre écrivain et historien disparu dans les années 80 du siècle dernier, Marcel Brion. Et les 2 livres dont nous parlons, hein, les 2, je pense que j'avais décidé, d'en faire l'acquisition, on devait être vers 2008-2009, dans ces eaux-là, et je les ai trouvés tous 2 dans le courant. Oui, sans le faire exprès, je les ai trouvés tous 2 dans le courant, et c'était les tout derniers temps. J'avais décidé déjà de oui, je n'allais pour ainsi dire plus en bouquinerie à cette époque, beaucoup moins déjà, et je les ai trouvés, pas le même jour, mais, presque, ça devait être presque coup sur coup la même année, dans le courant de 2017. Il y avait La vie d'Alaric de Brion, et il y avait aussi, dans la bibliothèque historique de Payot, Paris, un livre sur le mariage. Je disais dans un numéro précédent, que ça n'a jamais fait partie de mes objectifs premiers. Comprenez, ça n'a jamais été une hantise dans le parcours de votre serviteur. Peut-être que certains, viendront me dire que j'aurais mieux fait, j'aurais dû. Bon, écoutez, sincèrement, j'ai encore été amené à vous dire mon âge, et oui, franchement,
Je n'irai pas jusqu'à dire que ça ne vous vient plus même à l'esprit, mais c'est pour ainsi dire, ou là où j'en suis, c'est pour ainsi dire ça. Sincèrement, hein, mais oui, j'avais très envie de mettre la main sur ce livre, sur l'histoire du mariage, le mariage, ses formes et son origine. Et alors là, c'est d'un auteur, il a très mauvaise réputation pour avoir été un savant, pour avoir été un scientifique, un sociologue très proche, des dirigeants NS, à l'époque de ce régime politique chez nos voisins immédiats à nous en Belgique du côté de l'Est, voilà, hein. C'était Hans Gunther, un livre d'Hans Gunther à une certaine époque. Hein, ça faisait peut-être partie chez moi d'un certain côté anticonformiste, mais qui n'avait absolument rien, il n'y avait aucun aspect sur le plan d'un engagement quelconque, hein, ça pour sûr, mais je m'étais mis dans l'idée de oui, je recherchais assez bien des auteurs qui avaient de diverses manières gravité autour de l'expérience du NS dans les années 1930, 1940 et par extension un peu tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, avaient gravité autour ou à l'adresse de qui on avait à tort ou à raison, hein, je dis bien à tort ou à raison, adressé ce reproche d'avoir gravité, d'avoir été là-dedans et ça a dû en faire partie, hein, alors là, vraiment dans les tout derniers, car en 2017, j'avais déjà oui, depuis longtemps, j'avais laissé tomber ça. C'était une façon de jouer à l'anticonformiste. Je ne cherchais pas, comme je n'étais pour ainsi dire jamais amené à montrer mes bouquins à grand monde. On ne peut pas dire que c'était parce que je cherchais à exhiber et à susciter la provoque. On ne peut pas dire ça, mais il y avait quelque part chez moi, je me figurais que c'était une manière, hein, pas seulement les auteurs ayant gravité, comme je vous disais, autour hein, voilà, j'ai dit déjà deux fois les deux initiales, hein, par extension, il y avait tous les écrivains un peu barrés qui avaient eu mauvaise réputation, qui s'étaient taillé une mauvaise réputation, et pas seulement sur le plan idéologique, hein, mais je pense que oui, c'est derrière moi aujourd'hui, hein. J'ai dû en conserver pour sûr quelque chose et dans ma manière de faire et dans mes choix, dans mes sélections pour mes funestes Fred, pour sûr, j'ai dû en conserver quelque chose, mais c'est plutôt du passé, cette façon de faire, de fouiller, d'investiguer, hein, de chercher des bouquins, de chercher à mettre la main sur des livres, des auteurs avant tout pour leur caractère barré, hein. Alors oui, je vais vous montrer les 2, hein, et je pense que Marcel Brion aussi, on lui a, reproché certaines choses, par rapport aux événements survenus en France, à l'époque de ce qui s'était appelé l'État français de Vichy. On avait dû lui reprocher aussi, mais ça, j'avoue que je n'en ai été informé que plus tard. Voilà, j'avais déjà fait l'acquisition pour ainsi dire, tous les livres de Brion quand j'ai été mis au fait de cet aspect de sa biographie, de choses qui manifestement n'ont pas, en ce qui le concerne, et je ne prononce aucun jugement perso, hein, de choses qui manifestement n'auront pas ultérieurement pesé beaucoup dans le devenir de sa carrière. Alors je vous montre d'abord son bouquin. Alaric, oui, c'est Alaric qui entre dans Rome, à vrai dire, à qui on ouvre, mais on y reviendra aussi un jour, car il y a beaucoup à dire. Oui, plus exactement, à ces hommes, on leur aurait ouvert les portes de Rome
la prise, la mise à sac, de Rome, ce qu'on a vu comme ça, la mise à sac de Rome par les Visigoths en 410, hein. Elle était tombée, cette ville, elle était conquise, cette ville qui avait conquis l'univers, hein. Quelqu'un devait écrire ça plus tard. Elle était conquise, cette ville qui avait conquis l'univers, conquise, bon, pas encore tout à fait. Et vous verrez souvent des représentations par des peintres, plutôt des peintres du 19e siècle, qui ne sont pas très exacts dans leur manière de représenter la prise de Rome par ces Goths, et qui, à vrai dire, étaient déjà sur le plan culturel assez latinisés, hein, comprenez. Et ces peintres les représentent plutôt, c'est carrément comme si c'était une invasion alien qui s'abattait sur Rome, hein. Vous avez saisi, hein, non, non, pas vraiment. Ils n'ont pas dû faire montre que de gestes tendres au moment en 410, c'est sûr, à Rome, no go, mais voilà, je pense que vous avez saisi. Je ne sais pas si le Gunther est apparu, Hans Gunther. Oui, j'ai eu dur, hein, près d'une dizaine d'années pour arriver, et à l'époque, je me rendais au moins 2 fois, oui, durant pas mal d'années, je me rendais je ne dépensais pas nécessairement des sous à chaque fois, mais je me rendais au moins 2 fois par semaine. Un temps que ça m'a été possible, physiquement, je m'arrangeais pour me rendre au moins 2 fois par semaine dans les plus grandes bouquineries de notre capitale, hein, mais j'avais peiné pour ces deux-ci près d'une dizaine d'années. Le Gunther, notamment, alors qu'il y a pas mal de bouquinistes qui ont parfois des bibliothèques complètes de volumes de cette collection des éditions Payot, hein, la collection de bibliothèque historique. Et le Gunther, vraiment, j'ai ramé pour mettre la main dessus. Et l'histoire du mariage, j'en profite si jamais il tombe sur ma vidéo pour là aussi un 30e anniversaire, un événement, oui, plus heureux, hein, ça fait 30 ans, qu'ils ont pour leur part deux amis qui habitent pas loin, à Buverines, tout près, l'une des communes de notre entité de Binche à Buverines. 2 amis de Buverines, ils fêtent, cet été 2026, déjà leurs 30 ans de mariage. Et voilà, en voyant le bouquin de Gunther, l'histoire du mariage, de fil en aiguille, je me suis rappelé que je tenais aussi à les saluer, d'autant que je sais qu'ils nous suivent assez régulièrement. Voilà, merci à notre couple, à nos camarades de Buverines, très jolie commune rurale de notre entité. C'est que j'avais prévu, ça fera l'objet d'une nouvelle séquence récurrente de temps en temps dans Funeste Fred, on fera ça, de la même manière que j'aimerais réhabiliter oui, là aussi remettre sur rail. Ce que j'appelais ma Belgique rare, mystérieuse, insolite, avec des livres rares, traitant de choses mystérieuses et insolites, ou d'écrivains franchement très, très rares, très difficiles à trouver, très rarement évoqués. Entre autres, j'aimerais bien remettre cette séquence-là en route, et de la même manière, je me demandais pourquoi, hein, dans la mesure où je n'ai jamais réussi à me trouver quelque légitimité à venir poster et partant poser sur cette plateforme, hein. Pourquoi de temps en temps ne pas vous parler d'endroits où j'aime bien aller, qui me sont chers, où j'aime bien, où votre serviteur aime bien aller se balader. Voilà, quand je me sens l'énergie d'aller faire une bonne petite balade, j'aimerais bien vous présenter quelques sites. C'est incroyable le nombre de, oui, de b qui sont devenus des v dans notre numéro d'aujourd'hui. Pardonnez-moi peut-être.
J'aimerais bien introduire cette séquence sur des sites de chez nous, des sites archéologiques, des monuments. Voilà, j'avais prévu de vous entretenir d'une chapelle assez singulière et à l'intérieur encore plus singulier, avec toute une thématique très singulière qui aurait rejoint des choses dont il a été question dans notre numéro, mais ce sera pour une prochaine fois. Voilà, ce n'est pas bien grave. Oui, j'avais prévu de. J'aimerais bien vous parler de temps en temps de l'un ou l'autre site, à commencer par ma cité natale, là où je vis, là où je suis revenu vivre. En Wallonie, hein, mais à défaut, je vous avais dit que si on avait le temps, ben, en revanche, je peux vous la montrer, car je vous ai montré le mariage, je vous ai montré Alaric, si je devais vous en montrer un troisième où vraiment j'ai peiné plus, oui, ça a été plus dur encore, car j'ai commencé à m'intéresser toute même très jeune à elle, à Madeleine, à ma demoiselle de Scudéry. Et j'ai dû être informé de l'existence de ce biopic, comme on dirait dans le, comment ils disent, le YouTube Cinégame, hein, non pas le YouTube ciné monogame ou polygame, tout ce que vous voulez, comme en anglais, les jeux, comme les jeux dont Madeleine parlait, hein, comme on dirait, sur le YouTube Ciné Game, on parle de biopic. Moi, je pourrais, comme au bon vieux temps, tout simplement, hein, oui, dès que j'ai été informé de l'existence, comme au bon vieux temps, de cette biographie totale de mademoiselle de Scudéry, et là, on devait être au début de ce siècle, et curieusement, c'est très rare. Voilà, j'ai oublié d'indiquer le jour de son acquisition, comme je le fais avec tous mes bouquins, mais il a dû faire partie, lui aussi, des tout derniers bouquins dont j'ai fait l'acquisition, quand je vivais encore à la capitale, un peu avant l'an de grâce 2020, donc comprenez, il m'aura fallu près d'une vingtaine d'années, hein, pour... Oui, décidément, hein, mademoiselle de Scudéry et moi, décidément, toute une histoire. Je vous montre la couverture du livre de Madame Aronson. Oui, Nicole de son prénom. Et elle a fait également, si ça vous intéresse, elle a également publié une biographie de Madeleine, a pour ainsi dire débuté, si pas dans la carrière, dans un certain milieu des lettres françaises, chez elle, dans son salon. Nicole, elle a également écrit Madame de Rambouillet, une biographie de la Rambouillet, alors que je n'ai pas. J'aimerais bien. Et si vous en avez une à me refiler, hein, on peut s'arranger. Voilà, un prix d'amis, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je ne fais pas d'achat de bouquins en ligne. Je vous dis, et j'aime pas trop solliciter les autres et qui, eux, le peuvent. Bon, on peut toujours s'arranger, c'est vrai, mais j'aime pas trop ça. Alors, mon bouquin, ma Madeleine, sa biographie. Oui, c'est un portrait. L'artiste a choisi de la montrer sous son jour le plus avantageux, sans souhait de faire dans l'ironie, hein, certainement pas moi avec Madeleine. Mais oui, on peut s'autoriser tout de même à dire ça. Mademoiselle de Scudéry, et c'était sous-titré Ou le voyage au pays de Tendre, aux éditions Fayard. Oui. Et c'était paru. Ce sera mis en partie description de toute manière, mais allez.
1980, le bouquin a 40 ans, il a 40 ans cette année, ce bouquin. 1986. Si ça vous dit de rester encore quelques instants en ma compagnie, j'ai dû battre tous les records aussi pour ce qui était de les enlever et de les remettre. Je vous retrouve dans une petite semaine pour le numéro 95. Nous parlions tout à l'heure, donc on est déjà retourné au 17e en compagnie de Mademoiselle ou de Madeleine. Nous avons évoqué Malherbe, qui lui débute, débutait le grand siècle, avec ses écrits, sa poésie. Je vous ai lu du Malherbe, je vous ai parlé de Boileau, on était revenu sur Agésilas, hélas, après la Gésilas, hélas, mais après l'Attila, Ola, et comme on était revenu sur enfin Malherbe vint, hein, voilà, imaginez un meilleur comédien que moi déclarant ça au début d'un film. Est-ce que ça ne vaudrait pas toutes les meilleures intros de super production, de super héros au monde, hollywoodienne ou comme vous voudrez, je dis bien au monde, hein, un film à la gloire de, comme le dernier album de Serge, un film qui serait à la gloire de notre poésie française, de la poésie française classique, poésie du XVIIe siècle déjà. Enfin, Malherbe vint. On ne termine pas avec du Malherbe, mais avec du Boileau. Je vous lis un petit peu les embarras de Paris. Les embarras de Paris, c'est dans la 6e satire. Boileau, il a écrit une douzaine de satires. Il a toujours été... Bon, il n'avait pas que des amis, hein. Il ne s'est pas fait que des amis, mais si vous connaissez un petit peu, là encore, l'histoire, ou la petite histoire, l'histoire littéraire, voilà. Il a toujours... Louis XIV a toujours été plutôt bienveillant, quelque peu dans l'ensemble, plutôt bienveillant à l'adresse de Boileau. Il n'y a vraiment que sa satire à l'adresse des jésuites qui n'avait pas pu paraître, mais dans l'ensemble, et ici je possède une vieille édition en classique, les petits, comme ça, une édition des satires et épîtres. Et je ne sais pourquoi ils n'ont mis que 10 satires sur les 12 dans mon volume, et il me faut aller à la 6, les embarras de Paris. Nous avions dû, je pense bien, nous avions dû l'apprendre par cœur comme récitation. Nous étions en quatrième année, l'équivalent chez nous en Belgique, ce qu'on appelle chez nous la quatrième année d'enseignement secondaire. Au cours de français, notre prof nous avait proposé nous avait enjoint à apprendre par cœur ces embarras de Paris, qui, à vrai dire, ce n'est pas extrêmement long, mais c'est pas très court non plus. C'est que la satire numéro 6, à l'instar, oui, à l'instar, ça doit être de la première. Oui, il y a deux, pour sûr, il y a deux, j'irai vérifier, je me corrige au besoin, il y a deux des 6 premières satires de Boileau. Il faut comprendre, en gros, le message. Le message à faire passer, c'était vivre à Paris si t'es pas riche, oublie. Voilà. En gros, le message de Boileau en son temps, hein. Et Boileau, oui, Boileau, né dans les années 1630 et décédé quelques années avant le roi, décédé quelques années à peine avant Louis XIV. Déjà, voilà, déjà, et 1600, dans les années 1660, cette satire 6, les embarras de Paris, déjà à l'époque. C'était ça.
La recommandation, oui, carrément, sa recommandation. Qui frappe l'heure, bon Dieu? Je vous remercie de m'avoir suivi et rendez-vous dans le 95 ou 95. Allez, je vous lis un petit peu de ces embarras. Qui frappe l'air, bon Dieu? Qui frappe l'air, bon Dieu, de ces lugubres cris? Est-ce donc pour veiller qu'on se couche à Paris? Et quel fâcheux démon, durant les nuits entières, rassemble ici les chats de toutes les gouttières? J'ai beau sauter du lit plein de troubles et d'effroi, je pense qu'avec eux tout l'enfer est chez moi. L'un miaule en grondant comme un tigre en furie, l'autre roule sa voix comme un enfant qui crie. Ce n'est pas tout encore. Les souris et les rats semblent pour m'éveiller s'entendre avec les chats. Plus important pour moi durant la nuit obscure que jamais en plein jour ne fut la baie de Pur. Tout conspire à la fois à troubler mon repos, et je me plains ici du moindre de mes maux, car à peine les coqs, commençant leur ramage, auront des cris aigus frappés de voisinage, qu'un affreux serrurier, laborieux Vulcain, qu'éveillera bientôt l'ardente soif du gain avec un fer maudit, pardon, avec un fer maudit qu'à grand bruit la prête de 100 coups de marteau va me fendre la tête. J'entends déjà partout les charrettes courir, les maçons travailler, les boutiques s'ouvrir, tandis que dans les airs 1000 cloches émues font d'un funèbre concert font retentir les nus. Oui, si vous permettez encore, je me suis rendu compte, je ne vous ai pas lu, je vous avais dit que je vous lirais d'autres strophes du poème de Malherbe. Eh bien, ça devait être associé à cette séquence, la séquence où, je vous ai dit, nous n'avions plus le temps pour ça aujourd'hui. Alors, ce sera également dans un autre FF. Désolé, là aussi. Merci encore à vous et à bientôt.